Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans ce 18e épisode de Ose ta différence. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfant intérieur. Vous est-il déjà arrivé de ne pas oser vous lancer dans un projet, une action par peur de ne pas être parfait, ou de ne pas oser dire quelque chose pensant qu'on n'allait pas vous comprendre? Moi, j'ai souvent été bloquée comme ça, parfois par des croyances limitantes en fait. Et ces croyances, en fait, elles venaient de ce que j'avais pu entendre enfant, quoi. Moi, j'avais souvent entendu dans mon enfance que je touchais à tout et que je finissais jamais rien. Et du coup, plus tard, l'implication, c'est que j'ai souvent, effectivement, je me suis souvent intéressée à plein de choses. Et du coup, j'ai eu du mal à commencer et je me suis interdit une forme de curiosité. Et j'ai compris il n'y a pas si longtemps qu'en fait, c'est parce que j'étais multipotentielle et que c'était juste normal et que ça pouvait se gérer. Je me suis tue pendant longtemps en classe et plus tard dans les groupes où j'essayais de disparaître parce que j'avais entendu toute mon enfance, tu parles trop fort, voire tu cries. Du coup, adulte, j'ai longtemps parlé tout doucement, qu'on était obligé on me demandait souvent de répéter parce qu'on ne m'entendait pas. Et je me suis même parfois tue parce que j'avais peur d'entendre ça de nouveau, ou j'ai même fini par penser que j'avais rien d'intéressant à dire. Et c'est intéressant comme aujourd'hui j'arrive à prendre la parole et à être audible. Donc ces messages, ils restent parfois gravés en nous inconsciemment jusqu'à ce qu'on arrive à faire la lumière dessus. Ils arrivent parce c'est comme une érosion inconsciente, interne, et qui petit à petit nous éloigne de l'enfant spontané, celui qui pense qu'à être lui, quoi. L'enfant intérieur, celui qu'on est avant que nos parents nous induisent et nous dictent nos comportements avec ces messages qu'on appelle contraignants, ou ces messages induits, parfois inconscients, à leur insu, mais qui m'obligent à mettre en place des stratégies de défense. Et l'enfant contrarié que je suis va donc développer ces stratégies qui, adultes, vont carrément parfois l'empêcher d'agir ou le faire se retrancher derrière un masque. Il faut savoir que chaque enfant va réagir plus tard après dans la vie sous conditionnement inconscient de ce qu'il aura vu, détecté ou entendu dans l'éducation qu'il a reçue, dans la famille, à l'école, l'environnement. Voilà. Chaque enfant, normalement, arrive neutre. Et puis après, il y a des empreintes qui viennent s'inscrire en fonction des interactions qu'il a eues. Et les parents, à leur insu, parfois, vont transmettre des modèles d'identification en fonction de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. Et comme les enfants apprennent par imitation, le regard que posent les parents sur eux va être très important. Et l'enfant n'aura pas le recul nécessaire pour le remettre en cause. Et ces messages induits vont donc conditionner nos comportements par la suite. Et ce sont des comportements qui vont même s'amplifier sous stress. Alors en fait, après Eric Berne, qui était un psychiatre américain et père de l'analyse transactionnelle, qui avait commencé à mettre ça en lumière, c'est un psychologue américain, Taibbi Kahler, qui va s'intéresser de plus près à ces interactions, voir quand est-ce qu'on s'interdit, qu'on réussit, et qui va développer le concept de driver. Ce driver, ce mot anglais qui signifie en fait pilote ou conducteur, et qui désigne un type de comportement bâti
à partir des messages qu'on a entendus dans notre enfance. Et ça influence tellement notre manière de penser et de réagir qu'ils en deviennent contraignants. Alors ces messages, ils sont au nombre de 5. Sois parfait. Ça, c'est le driver sous-jacent. Et ça vient s'inscrire quand on a entendu enfant de la part de la famille, professeur peut mieux faire, c'est bien, mais j'aurais voulu que tu fasses davantage. Oh, j'attendais mieux que toi. Oh, c'est du travail bâclé, tu aurais pu t'appliquer. Qui n'a pas entendu ça parfois? Voilà, moi, combien de fois sur mon bulletin, j'ai eu peut mieux faire. Et je me disais, oui, alors l'enfant que j'étais s'est dit, ben oui, je peux mieux faire. En fait, j'ai pas assez bien fait, quoi. Voire, j'entends, moi je peux entendre, je suis nulle. En fait, l'adulte que je suis aujourd'hui demanderait, mais en quoi je peux mieux faire? Et puis, est-ce que tu as une clé à me donner pour ça, quoi? Donc, ça va déclencher une croyance associée que quand on fait une chose, il faut la faire parfaitement. Et donc, on va arriver dans une croyance limitante qui va nous amener vers le perfectionnisme, par exemple. Celui qui attend que tout soit parfait avant de commencer. Donc en comportement, je vais tout contrôler, je vais regarder si j'ai rien oublié et je vais être pointilleux et perfectionniste à l'extrême. Et l'autre effet de bord, c'est que même quand a priori ça pourrait être bon, je vais avoir tendance à voir tout de suite ce qui ne va pas plutôt que tout ce que j'ai réussi et que j'ai bien fait. Donc ça peut produire un excellent travail, mais parce que je vais survérifier. Mais je peux être du coup dans les choux au niveau délai, me perdre dans les détails, être en hyper contrôle tout le temps, ne pas savoir évaluer les priorités, voilà, chercher constamment la meilleure solution qui n'est jamais la bonne, qui n'est jamais assez bonne. Donc à force, je laisse passer des opportunités. Et il y a toujours cette peur sous-jacente de l'échec. Donc, si je devais résumer, c'est s'interdire l'erreur, l'approximation. Ça met un adulte qui met la barre très très haut. Donc, la clé, quand vous êtes avec ce driver-là, c'est de réinclure le droit à l'erreur ou à l'échec. C'est d'accepter que tout ne soit pas parfait. D'arrêter de survérifier, d'essayer, d'oser, d'y aller, et puis de se dire que, moi je dis souvent ça, tant qu'on n'est pas dans un bloc opératoire en train d'opérer, il n'y a pas mort d'homme en fait. Et que les autres vont nous faire des retours et du feedback et je pourrais m'améliorer. Et c'est Mandela qui disait, pour illustrer le fait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, il disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Alors le deuxième driver, c'est « fais plaisir ». Celui-là, c'est quand vous avez dû entendre « Allez, sois pas égoïste, partage tes bonbons » ou sois gentil. Voilà, parfois vous avez une mère qui est un peu fatiguée, qui dit « Sois gentil, je suis fatiguée, pense aux autres, t'es pas vraiment gentil. » Voilà. Et donc, la croyance derrière, c'est le fait qu'il faut être gentil, dévoué, aimable, attentif avec les autres, comme une notion pour mériter leur affection, leur estime. Donc, en comportement, ça va donner des adultes qui essaient de satisfaire les autres, même à leur détriment. Ça va donner des personnes qui n'osent pas dire non, par peur d'être désagréables. Et en comportement relationnel, c'est un besoin de plaire tout en ayant peur de décevoir. En management, par exemple, professionnel, ça donne des managers ou des personnes, par exemple, qui s'intègrent bien dans une équipe mais qui ne la dirigent pas. Donc la conséquence de ça, c'est se laisser envahir par les autres. Sont des personnes faciles à vivre. Quand je suis sous ce driver-là, je suis facile à vivre, attentionnée, de compagnie très agréable, mais souvent victime de ma trop grande sensibilité et de mon dévouement en oubliant mes propres désirs. Moi, j'ai longtemps été comme ça. J'ai cru que faire plaisir me faisait tellement plaisir que je pouvais m'oublier.
Et du coup, j'en arrive, oui, effectivement, à m'oublier. Je fais passer les autres avant moi-même. Je me nie dans les interactions. Et ça peut même, l'extrême, c'est que ça peut même finir par se retourner presque contre moi parce que je peux devenir envahissant à vouloir toujours aider les autres. Et c'est être toujours en quête de l'approbation des autres. La clé, c'est donc de repenser les limites que vous mettez aux autres, de vous remettre au centre. Voilà, une espèce d'équilibre qui inclut les autres, mais le respect de vous-même. Et de vous rappeler aussi ça, j'ai dit il n'y a pas longtemps dans un accompagnement, que à trop donner, il arrive un moment où on ne peut plus y aller et que des fois, il faut... Si le meilleur service qu'on puisse rendre aux autres, c'est de commencer par soi, en fait, pour être bien, pour être disponible, efficace. Parce que si vous faites passer toujours les autres avant vous, il arrive un moment où vous n'avez plus de jus. Et du coup, vous ne leur rendez plus service. C'est de sélectionner et de voir les priorités. Et puis, il y a une forme d'analyse aussi dans cette suraide, cette surempathie qu'on peut avoir parfois à aider les autres. Surtout je pense aux coachs que j'accompagne. On veut toujours aider, mais je me souviens de ce pompier qui m'avait expliqué que quand il y avait le feu, il ne se précipitait pas forcément pour aller sauver quelqu'un. Parce que si sauver quelqu'un, c'était perdre sa vie à lui-même, ça rendait plus service. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une personne qui périsse dans l'incendie, il y en avait deux. Et que si tous les pompiers faisaient ça, on allait être sacrément embêtés. Donc c'est une vraie réflexion pour trouver ses limites, en fait. Troisième driver, fais un effort. Alors celui-là, c'est quand on a entendu, oui, t'as aucun mérite, c'était facile, ou si tu le fais, fais-le bien. Enfin, voilà. Ne te satisfais pas d'un à peu près, quoi. Voilà, ça c'est une question de tâche. Et la croyance qui est derrière, c'est il faut montrer qu'on ne recule pas devant l'effort, quoi. On est persévérant, on est déterminé, on fait tout pour réussir. C'est vas-y, quoi, donne-toi les moyens. Donc on a en comportement des personnes qui s'impliquent énormément dans ce qu'elles font. Elles peuvent déployer une énergie de malade pour un projet. Et quand c'est trop facile, quand ça vient, quand elles sont par exemple dans leur zone de génie, ça va être facile. Et du coup, ça devient suspicieux en fait. Parce que tout ce qu'on réussit nécessite de surmonter des difficultés, d'en avoir sué un peu. Voilà. Et on peut se retrouver du coup presque un peu aussi dans le comportement un peu perfectionniste, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas assez sué, donc ça doit pas être ça, quoi. Il faut que je revérifie. Donc on arrive sur des adultes actifs, très appliqués, qui aiment se dépasser, voire se surpasser, qui savent reconnaître les efforts des autres, qui sont prêts à les aider pour aller plus loin, mais qui sont très sévères, très exigeants envers eux, et qui associent la notion de réussite à l'effort. Donc ça pousse à tout le temps faire des efforts, et si c'est simple, c'est suspicieux, donc une petite tendance à se compliquer la vie, quoi, en fait. Donc l'invitation, là, c'est cette intelligence que vous avez, c'est de repérer quand c'est facile. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pas bon. Ça peut peut-être aussi vouloir dire que vous êtes dans votre zone de génie. Donc regardez, analysez si c'est peut-être quelque chose que vous avez fait depuis longtemps. Donc c'est normal que vous sachiez le faire et que vous alliez vite. Et de vous attacher au résultat que ça a produit. Ça a été vite, sans effort, mais ça a produit le résultat. Donc c'est peut-être OK, non? Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est plutôt mettre votre intelligence au service de la simplification. J'ai souvent dit, moi, je le dis encore même, il n'y a pas plus grand, intelligent et astucieux qu'un feignant qui se met au travail, quoi, parce qu'il va trouver des stratégies pour faire le moindre effort, et ça va marcher. Sois fort. Ça aussi, je me souviens que j'avais
j'ai un, un frère, enfin même deux frères assez sensibles, et je suis parfois intervenue dans l'enfance pour les défendre contre d'autres garçons plus, plus costauds et qui avaient grandi avec le driver. Un garçon, ça pleure pas. C'est costaud, il faut être courageux. Dans la vie, il faut savoir se battre. Voilà, donc ça répond à la croyance que il faut faire croire qu'on est fort, quoi. Mais ça marche aussi pour les filles, hein, avec toutes les épreuves qu'on peut traverser. Voilà, c'est comment on, on fait croire qu'on est fort, que la vie est un combat, qu'il faut la gagner. Et du coup, on est orienté résultat. Ça va donner des adultes focusés beaucoup dans le mental, qui cachent leurs émotions, même les positives. Hein. C'est ça du coup, c'est que je ne montre pas quand je suis faible, mais même quand ça va, du coup, je me réjouis moyennement parce que ça paraît presque normal. Voilà. Donc, je suis toujours en train de montrer une façade. Et c'est l'idée qu'il faut se débrouiller seul et de manière autonome et indépendante. Donc ça donne des adultes avec une grande résistance à la pression, qui savent gérer les situations difficiles, qui peuvent prendre des risques très importants. Et du coup, comme ils sont très autonomes, une réticence à demander de l'aide, donc ils se débrouillent souvent tout seuls. La conséquence, c'est tenir coûte que coûte, ne rien montrer, pas montrer ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et parce que avouer ses sentiments ou une difficulté, c'est un aveu de faiblesse. Donc ce sont des personnes dures avec elles-mêmes, très exigeantes et du coup dures aussi avec les autres. Donc l'idée, la clé là, c'est la permission d'être fatigable, d'être vulnérable, d'avoir des émotions. C'est important. La, la lumière n'existe que parce que vous avez des zones d'ombre. C'est l'ombre, c'est d'avoir traversé l'ombre qui permet après de voir la lumière. Ça vient faire appel à la dualité de ce monde, de l'univers. Donc, c'est autorisez-vous à, quand il y a une émotion qui arrive, à la traverser pour être peut-être plus fort après, pour en faire un apprentissage et pouvoir être plus fort. Sinon, le risque, c'est le pétage, c'est le fusible. Vous êtes votre propre fusible et c'est le burn-out qui vous guette. Donc prenez soin de vous. Le dernier driver, c'est dépêche-toi. Quand vous devez vous mettre à quelque chose, moi j'ai souvent entendu ça, mais quand est-ce que tu vas commencer? Arrête de traîner, allez, tu es trop lent. À cette vitesse-là, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas encore fini. Et dans ce monde, ça vient nous chercher d'autant plus dans ce monde de productivité, où il faut toujours être efficace. Et on est dans un monde en perpétuelle accélération. Donc il faut aller toujours plus vite en fait. Pour réaliser quelque chose, il faut aller vite. Car prendre son temps est une perte de temps. Donc efficacité avant tout. Et le temps est si précieux qu'il ne peut pas être perdu ou gâché en ralentissements divers, en discussions, en réflexions interminables. Donc les personnes qui sont sous ce driver-là prennent rapidement des décisions, vont droit au but, éliminant tout ce qui leur semble accessoire. Elles travaillent vite, souvent dans l'urgence. Donc elles sont très réactives, limite impatientes. Elles trouvent rapidement des solutions pour gagner du temps et sont du coup très autonomes parce que elles ont souvent laissé les autres derrière, ces autres qui avaient besoin peut-être de plus de temps, de plus de réflexion, et qui leur provoquent un certain agacement parce qu'eux sont plus hésitants, pèsent le pour et le contre. Sont souvent des personnes aussi en comportement qui ont besoin de bouger, d'avancer, de courir, de se projeter, d'entraîner les autres parce qu'elles les trouvent trop lents, trop mous. Donc ça peut être aussi stressant pour les autres. Et toujours pressé. Donc là aussi, candidat au burn-out. Parce qu'il est exclu de perdre du temps, il faut faire de plus en plus vite. Et c'est des personnes qui courent du matin au soir, c'est des personnes qui, comme là je fais là, ont un débit de parole rapide. Donc l'invitation, c'est prends le temps qu'il faut pour faire les choses.
C'est peut-être de trouver cet équilibre avec des moments où si tu as besoin d'être et que tu es dans ce mode de fonctionnement, vas-y, fonce, mais de prendre des plages de temps pour toi où tu te poses et où tu ralentis. Je viendrai vous faire un épisode sur l'intérêt de ralentir, de l'intérêt de prendre son temps. Moi, j'ai eu un long moment là de ralentissement et comment ça a été bénéfique et comment finalement, dans cette notion de productivité, ça vient challenger la productivité. C'est pas forcément faire vite tout le temps. Ça sera l'objet d'un prochain épisode. Prenez un temps pour vous, ne serait-ce que pour vous poser et regarder un peu ce qui s'est passé, de mesurer un peu ce que ça vous a apporté, cette efficacité, cette rapidité, mais peut-être ce à côté de quoi vous êtes passé aussi. Donc voilà, ces 5 drivers qui inconsciemment dictent nos comportements. Sois parfait, fais plaisir, fais un effort, sois fort, dépêche-toi. Et ces messages sont dits contraignants parce que, implicitement, dans notre dialogue interne, il y a quelque chose qui dit, fais plaisir parce que si tu ne fais pas plaisir, tu ne seras pas aimé. Il y a une notion conditionnelle. Si tu ne fais pas, voilà ce qui risque de. Et en fait, c'est oublier que quand l'on fait ça, on est on obéit finalement à... D'abord, on est sous cette injonction parentale, sociétale, environnementale, familiale. Voilà. En fait, on obéit à la demande de quelqu'un et on se précipite au-devant d'un besoin supposé. On fait une projection. Et qui est souvent contraire à notre propre besoin. Alors, dans quel driver vous êtes-vous reconnu ? On peut en avoir plusieurs. Repère-les, recherche leur origine. Et puis, transforme ces drivers, ces messages contraignants en permission aux choses que tu t'autorises finalement. Prends le contre-pied. Et note le premier petit pas que tu vas faire dès demain pour avancer vers l'écoute de toi-même. Pose-toi dans la semaine, tranquillement, pour réfléchir à ça. Bon retour vers le passé. Et attention, ne te flagelle pas. L'idée n'est pas de te juger, juste de t'accueillir dans ces réflexions, dans ce que tu vas trouver. Et puis de te souvenir qu'on est en pleine période de Noël. Donc, on va retrouver les parents, la famille. C'est plutôt un moment de partage. C'est pas un espace pour régler ses comptes et faire la liste des messages contraignants qu'on a entendus. Ça, c'est pour vous. C'est votre petite introspection. Je vous laisse avec ces réflexions. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.